Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV. Donc n'hésitez pas d'envoyer vos histoires. Et sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Voilà, on passe à la première histoire rapidement. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir, tous les partisans de DMG. Écoutez toujours les histoires de DMG, ça va vous aider. Likez, soyez toujours attentifs, ça nous aide, nous tous. DMG, une petite histoire que je vais raconter pour moi-même. L'histoire que j'ai vécue. DMG, c'est pour te dire que quand je me suis mariée toute jeune, après mon mariage, c'est quand on s'est marié, tout ce qu'on attend après le mariage, c'est la grossesse. J'ai fait presque 2 ans sans avoir un retard. Après les 2 ans, j'ai eu un petit retard. 4 mois après, j'ai eu une petite boule que je ressentais sur mon bas-ventre. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, c'était plutôt un palu fort. Le palu qui m'amenait vraiment presque à la mort. Je chauffais 38, 39, 40 jusqu'à 42. Je sais bien qu'on dit souvent que quand tu arrives à la température 42, c'est la mort. Mais moi, j'ai atteint 42 DMG. On me pressait avec de l'eau glacée dans un seau. On met la serviette, on me suit, on me prend et l'eau chauffe. C'est-à-dire l'eau qu'on a essuyée sur moi, qu'on a appuyé à ses pieds, on sort, l'eau commence à chauffer, ça boue, comme si c'était le feu qui sortait sur moi. C'était grave. Toutes les infirmières étaient étonnées. Les docteurs ont tout fait sur moi. Chercher ce qu'on appelle la jaunisse, comme on dit souvent, on regarde ça par les ongles, rien. Tous les médecins, j'étais à la clinique Monanjo. Ils ont tout fait, n'ont rien vu comme maladie. On dit, mais qu'est-ce qui fait chauffer cette femme? Les infirmières, toute la nuit, je commence à chauffer là vers les 15h, 16h. Dès que je chauffe comme ça là, jusqu'au lendemain, la température est haute, on met tout, rien. Les infirmiers qui partaient, qui devaient prendre la garde le lendemain matin, partaient en disant qu'en rentrant le matin, elles vont me trouver à la morgue. Mais hélas, j'ai tout fait sortir avec toutes ces températures que j'avais toujours, je ne comprenais rien. Arrivé à la maison, un après-midi, vers 15h, les gens qui étaient au salon, ma belle-mère et les autres, j'ai vu mon beau-père, le petit frère à mon père, qui est entré dans ma chambre. Je dormais. Juste quand mon mari est parti au travail. À l'époque, on travaillait 2 fois. Il est parti là vers 14h. Parti au travail. Mon oncle est entré vers 15h. Il s'est assis sur mon lit. Il a commencé à me gronder. Oh, vous les enfants d'aujourd'hui, vous n'écoutez pas les grandes personnes, vous n'écoutez pas les parents. Oh, voilà ce qui t'arrive. Mais je suis là, rien ne peut t'arriver. Il sort de là avec la peur que j'avais. C'est un oncle qui était déjà décédé, on avait peur de lui, il suffisait seulement qu'il te gronde, tu tombes. Il est sorti de ma chambre et est parti prendre mon seau. J'avais un seau de 15 litres dans ma maison. Il est sorti là à la véranda, il a pris ce seau-là. En revenant, il revient avec le seau bleu, avec des produits, l'eau, avec les herbes, tout. Il me dit, assois-toi là. Je suis sur le lit et il me dit, assois-toi. Je m'assois. Il commence à me verser l'eau de la tête jusqu'aux pieds. Il tire mes orteils, il tire mes doigts en parlant. Il parlait. J'ai même eu peur de lui dire que, attends, je prends le banc ou bien, avec toute la peur là. Je me suis dit, oh, je vais faire comment? Il verse l'eau, il a versé l'eau sur moi. Jusqu'à ce qu'à la fin de cette eau, il a pris le seau lui-même, il est sorti, il est parti remettre ce seau. Juste après, je me lève. Le sommeil fini, je me lève, je regarde, je dis, mais où est mon oncle? Je sors, je trouve les gens qui causent là dehors, je demande à ma belle-mère, il y a un monsieur qui est sorti ici là avec un seau. Vous l'avez vu? Elle dit non, je n'ai pas vu mon seau, je n'ai vu personne. Je dis même entré, vous n'avez pas vu? Je dis non, je n'ai vu personne. La même seau, ça dit la nuit, cette nuit-là, il y avait un voisin en face qui était avec sa femme là-bas. Il a eu une vision, on ne faisait que le pousser, le taper. Monsieur allait réveiller la femme qui est en face là. Dites-lui de prendre les remèdes de la journée. Il dit, ouais,
Il dit à son épouse que, oh, il ne fait que me dire d'aller voir la dame, ta voisine là, mais je vais attendre un peu le matin. Il est venu cogner là vers 4h, 4h30. Il dit à ma belle-mère, cette femme, elle a la jaunisse. On me dit de chercher quelqu'un pour qu'elle puisse prendre là. C'est qu'elle souffre, c'est la jaunisse. Ma belle me dit quoi? À l'immédiat, on a cherché une épouse qui qui traitait cette jaunisse-là. On m'a pris les remèdes. Directement vers 7h, 13h, j'avais déjà les remèdes à ma possession. Elle me dit de boire. Quand j'ai bu un seul verre DMG, ce qui sortait de mon ventre, les morceaux de manioc, j'ai vomi. J'ai presque tout vomi. Tout vomi. J'étais fatiguée, j'ai même vu la mort. J'ai vu la mort. C'est pour ça que j'ai dit, c'est là où la guérison a commencé à venir petit à petit, jusqu'à ce que j'ai pu enfanter ce bébé-là qui s'est marié. Aujourd'hui où je te parle, ce week-end, cet enfant s'est marié aujourd'hui. J'ai failli perdre. DMJ, c'est pour dire que nos ancêtres sont toujours avec nous. Ils sont avec nous. Tout ce qu'il faut pour être en relation avec eux, c'est les prières. Prier et toujours être en contact. Moi, je n'y vais pas chez les marabouts. Tout ce que je compte, c'est les prières. Les marabouts ne sont pas toujours forts. Les marabouts font seulement les essais. La vraie puissance, c'est la prière et c'est Dieu. Jéhovah lui seul qui donne la puissance et il faut qu'on s'accroche à lui. C'est tout ce que je voulais vous dire pour que ça puisse aider aussi d'autres gens. Ne pas toujours compter au marabout. Merci de votre compréhension. Ok, maintenant on passe à la deuxième histoire. Merci pour l'histoire. Deuxième histoire. Bonjour DMG et bonjour abonnés. Abonnez-vous, likez et partagez. Je voulais raconter mon histoire aujourd'hui. Ça fait de cela quelques temps, j'ai suivi l'histoire de quelqu'un qui parlait des choses par rapport à l'Internet. Bon, moi, je voulais raconter cette histoire depuis, mais je pensais que je la raconter, mais bon, aujourd'hui, je vais la raconter. Ça fait de cela quelques années. J'ai une amie qui est au Cameroun. Moi, je ne vis pas au Cameroun depuis des années. J'ai des problèmes, beaucoup de problèmes de santé, des problèmes de saignement depuis que mes règles ont commencé quand j'étais encore petite. Donc, je saigne abondamment, sans arrêt. Je dois à l'hôpital, on arrête. Et ça fait de cela quelques années que la douleur s'est ajoutée. Mais à l'hôpital, on ne trouve rien, on ne sait pas de quoi je souffre. Et quand maintenant les douleurs ont atteint un niveau où je ne peux pas marcher, je ne peux pas travailler, donc je suis obligée de rester à la maison. Donc avec ça, ma copine connaissant mes problèmes m'ont dit, oh non, ça peut t'aider parce que ton problème n'est pas d'ordre médical. Si on ne trouve rien à l'hôpital depuis les années avec les multi-docteurs que tu as eu à voir et ton cas ne fait que s'aggraver, c'est que ton problème est ailleurs. Donc ton problème est d'ordre mystique. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, voilà un site, on peut essayer ces recettes simples. Ce sont des recettes simples qu'il y avait dans le site. Et il y avait une recette qui m'a intéressée. J'ai dit ok, je vais la faire. La recette était très simple, c'était une recette de purification. C'était dans un site dans Facebook, une page dans Facebook. J'ai pris la recette, c'était utiliser 7 feuilles de laurier avec du sel, mettre dans l'eau, faire ses vœux et se laver avec. Et se laver juste avant d'aller se coucher. Donc j'ai dit, pourquoi pas, je vais essayer, c'est une recette très simple et tout, je vais la faire. Oh putain, c'était l'erreur. J'ai fait la recette, je me suis lavée, j'ai fini, je suis allée me coucher. Dès que je me suis couchée là, pam, fermé les yeux, pam, un sommeil m'a pris un peu, pam, de sens de ma présence de quelqu'un, poutoum, chez moi. J'ai dit que maman, c'est encore quoi ça? Je me réveille sur mon milieu de mon sommeil comme ça, que
je me réveille, donc là tu te réveilles, mais c'est comme si tu es à 75% éveillé et 25% endormi. Et c'est comme s'il y a une force qui te pousse à rester dans le sommeil. Je sentais la présence de quelqu'un physique, donc la personne me poussait bagarrer avec moi, pour me tourner sur le dos, pour me pénétrer par derrière. Donc je sentais tout. Mais je ne voyais pas quelqu'un, il n'y avait pas quelqu'un, mais il y avait la forme. Donc c'est comme si c'est la forme physique de quelqu'un. Je sentais les bras, les mains de la personne me pousser le dos, me pousser, me bagarrer avec moi pour entrer. Le sexe de la personne, je sentais la forme et tout. Quand ça voulait entrer dans mes fesses, donc je sentais tout. Ce n'est pas que je sentais, ce n'est pas le genre de couche de nuit que quand tu dors, tu rêves que tu as couché avec quelqu'un, tu te réveilles, tu as mouillé. Non, c'était pas la qualité là, c'était la qualité que tu sentais quelqu'un physique. Maman, et c'était devenu une histoire de toutes les nuits après ça. Chaque fois que je me couchais, j'avais la visite de la personne. Chaque fois que je me couchais, j'avais la visite de la personne. Ça a duré pendant 2 mois, jour pour jour, toutes les nuits. J'ai commencé avec maman, je vais faire comment pour me débarrasser de ça. J'ai commencé à réfléchir, j'ai fini par parler. On m'a dit que non, que ces histoires de Facebook, là, que vous copiez, vous voyez les recettes, vous partez appliquer là, que parfois les gens mettent des intentions derrière les recettes qu'ils mettent. Parfois la recette peut être simple, d'autre peut te donner la recette, tu n'auras pas de problème. Mais quelqu'un d'autre te donne la recette parce que la personne a mis des intentions négatives derrière la recette. Tout ce que tu vas faire, dès que tu vas appliquer la recette que la personne t'a donnée là, ces intentions que la personne a mis là, tu vas avoir ça. Donc c'est pour ça que j'ai eu la vie de cette personne, parce que c'était l'intention que la personne qui a mis la recette sur Facebook avait mis en postant sa recette. C'est-à-dire que tous ceux qui vont lire ça vont avoir ça. J'ai commencé à réfléchir comment faire, commencer à prier. Et il y a une nuit là, on m'a dit, ok, tu mets l'huile là sur tes fesses, sur tes parties intimes là, tu mets ça, tu oignes bien avant de dormir. Et quand tu oignais ça, la personne ne venait pas me déranger. Le jour où j'oublie, c'est comme si c'était le rattrapage seulement. Donc, j'ai commencé à mettre ça tous les nuits, et à prier jusqu'à cette partie. Depuis le jour là, quand j'entre sur Facebook là, je lis, je vois des recettes appliquées. Maman, je traverse seulement comme un taxi plein. Je ne m'arrête même pas sur ça. Donc, c'était seulement pour dire aux gens qu'ils doivent faire attention. Tous les messages, tous les trucs que vous voyez sur Facebook, tout n'est pas bon à appliquer. Tous les gens qui sont sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien. Et beaucoup de recettes que vous voyez, que c'est une recette très simple, vous voulez aller faire chez vous et tout. Mais si quelqu'un a mis cette recette avec de mauvaises intentions sur la recette-là, vous allez la faire, elle est simple, oui. Mais ce que vous allez ramasser à travers ces recettes-là. Et maintenant, la sorcellerie est devenue digitale. Ça voyage. Il n'est plus que, ok, parce que tu es aux États-Unis, tu es en Europe, la personne est en Afrique, ça ne peut pas t'atteindre. Ça t'atteint où tu es. Moi, je suis camerounaise. Le groupe n'était pas un groupe camerounais. La majorité des gens étaient de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest, burkinabé, ivoirien. Il y avait aussi beaucoup de Maliens dedans. Je ne sais plus si le groupe existe aujourd'hui. Je ne sais plus, mais tout ce que je sais, c'est que je suis sortie de là-bas depuis. Après cette histoire, j'ai porté mes qui me claque, moi, je suis partie. C'est que non, depuis le jour-là, je ne peux pas m'asseoir, lire un truc sur Facebook là, jusqu'à appliquer. Depuis le jour-là, j'ai arrêté. C'était mon histoire, c'est ce que je voulais raconter. Voilà, maintenant on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. C'est un concept que vous avez en tout cas eu l'intelligence de faire et qui nous aide beaucoup, car moi j'écoute vos histoires tous les jours et ça me permet beaucoup de comprendre le monde et ses mystères. Merci beaucoup, que Dieu vous accompagne et que perdure votre concept pour nous permettre en tout cas de comprendre certaines choses. L'histoire que j'ai à vous conter, c'est à propos des couples ou du moins des familles polygames. Il s'agit d'un homme qui avait une première épouse et il s'entendait très bien, mais un jour, un bon musulman, il a voulu avoir une seconde épouse. Et effectivement, quand la seconde est arrivée, avant de rejoindre le mari, avant le mariage, elle a pris soin de voir
un marabout. Et le marabout a confectionné un filtre d'amour pour elle en lui faisant comprendre que une fois que tu appliques ce médicament, ton mari n'aura de regard et de considération que pour toi. La première épouse sera oubliée. Mais la condition du WAC pour que ça marche, pour que ça continue de marcher, est qu'elle devrait éviter de se blesser. Le jour où elle viendrait à se blesser, alors elle devrait revenir pour qu'on puisse encore reconduire le procédé pour permettre en tout cas la puissance ou du moins le pouvoir du WAC de perdurer. Sinon, elle risque de ne plus être préférée. Effectivement, quand elle a appliqué les consignes du marabout, depuis son arrivée, le mari n'avait d'égard que pour elle. Et le mari n'avait plus de rapport intime avec la première épouse. Cela a duré pendant 2 ans, disons 3, puisque entre-temps, la seconde épouse tombait enceinte. Mais le jour de l'accouchement, une fois arrivée à la maternité, comme vous le savez naturellement, il y a eu des blessures et le sang a coulé. Alors c'est quand le bébé est venu au monde et qu'on a appelé la famille de venir accueillir le nouveau-né que le mari est arrivé et il a vu sa première épouse assise. Alors il s'est étonné et il a demandé, mais que fais-tu ici? Où tu étais depuis longtemps? Tu avais voyagé? Parce que je ne te voyais plus. Alors la première épouse répond, non, depuis longtemps, depuis 3 ans, il y a de cela, je suis toujours dans la cour, dans la famille, mais tu n'as plus Dieu pour moi. Le mari était abasourdi parce qu'il ne comprenait pas que sa femme, sa première épouse, depuis plus de 3 ans environ, il n'arrive plus à la voir dans la cour, dans la famille. Alors il s'est renseigné et même tous ceux-là, ses voisins, les membres de la famille ont effectivement confirmé que sa première épouse n'avait pas voyagé. Donc tout de suite le mari a compris que certainement la seconde épouse avait dû faire quelque chose. Sinon, il n'arrive pas à comprendre que depuis 3 ans, il n'a jamais vu sa femme dans la famille. Voilà. C'est ainsi que sur le champ, il a demandé une séparation. Voilà, et donc le mari a demandé à ce que la seconde épouse ne rentre plus à la maison, qu'elle continue chez ses parents avec son bébé, parce que il n'a plus besoin d'elle. Donc l'histoire, c'est quoi? Les implications de ces récits, voudrais quand même dire que en matière de WAC, c'est comme un parfum. Quand vous l'utilisez, ça peut couvrir certaines odeurs, mais dans le long terme, si vous ne prenez pas soin de votre hygiène, quand le parfum va se dissiper, certainement l'odeur naturelle finira par prendre le dessus. Donc c'est bien souvent, ou du moins on peut toujours essayer de tricher d'une manière ou d'une autre pour être préféré, mais cela ne devrait pas nous excuser d'un bon comportement, parce que c'est le comportement quand même qui peut amener un homme, disons, à préférer une femme. Sinon, abuser du WAC ou des filtres d'amour ne termine pas toujours bien. Voilà un peu mon histoire. Likez, partagez, faites savoir en tout cas le concept DMG TV qui permet quand même de sensibiliser, et je vous dis que ça aide beaucoup, car depuis 3 mois de cela que j'ai connu ce site, chaque fois je suis dessus, j'écoute, j'analyse et ça m'aide beaucoup. Merci à vous et bonne continuité. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Surtout, likez, commentez, partagez. Voilà, j'ai donc une seconde histoire dont je viens de me rappeler. Une fois, il y a ma cousine qui est venue à la maison et tout. On m'a invité à sortir. Donc, il y avait un artiste ici, au pays, qui avait ouvert un lounge. Donc, il connaissait la copine de ma cousine et il l'avait invité et tout.
Donc la copine à ma cousine et tout l'appelle, voilà, il faut que tu viennes et tout, si tu peux ramener quelqu'un et tout, histoire de faire l'ombre. Donc ma cousine alors, elle me dit, écoute, on se prépare et tout, on va sortir tout ça, elle m'explique la situation, je dis d'accord. Donc, avec ma cousine alors, on décide de partir aux alentours de 20h. Donc on arrive et tout au lieu, on se retrouve avec sa copine et deux autres de ses copines qui étaient là. On mange, on boit et tout. Arrive alors vers 23h. Il y a une des filles qui propose qu'on aille en boîte. Donc on était fatigués et tout. Donc franchement, la majorité des filles, on a boudé. On dit que voilà et tout, on sait mieux qu'on aille un autre jour. Aujourd'hui on est épuisé, tout ça. C'est mieux qu'on rentre. Donc vers aux alentours de 23h30 par là. Enfin, non, 22h30, 23h. On décide de rentrer. Donc il y a une des copines de ma cousine qui habitait, je dirais vraiment, elle était très très loin. Et du lounge à là où nous on habitait, le trajet était court par rapport à son trajet. Comme il se faisait tard, on allait négocier avec le chauffeur. On lui a dit que voilà, monsieur, c'est mieux que vous lui déposez elle après, nous vous raccompagnez. Le monsieur aussi, le chauffeur, il a accepté. Alors on arrive là où habite la copine de ma cousine. Et donc elle, pour arriver chez elle, elle doit traverser un grand marché de la place. Un grand marché. Et donc elle, une jeune fille, toute seule la nuit, elle traverse le marché. Donc le chauffeur et tout lui dit, mais attends, il n'y a pas une autre voie et tout pour qu'on te raccompagne, pour être plus proche de chez toi. Elle nous rassure que non, voilà, c'est bon, ne vous inquiétez pas et tout. Rentrez chez vous, tout ça. Moi, j'ai l'habitude, quoi. Des fois, il y a des agents, des gars qui nettoient la poubelle et tout. Des fois, ils m'accompagnent. On était un peu inquiète et tout, mais bon, on a démarré, on est parti. Sur le chemin, excusez-moi, sur le chemin, alors, le chauffeur, voilà, il a commencé à nous raconter que moi, je n'aime pas laisser les gens comme ça. Je m'assure toujours qu'ils rentrent bien chez eux. Des fois, j'aide même mes clients à faire le mur. Enfin, mon esprit doit être tranquille quand une fois tu es déjà chez toi, quoi. Même si tu vas dormir dans la cour, mais au moins, tu es dans ta parcelle. J'ai horreur de laisser les gens à l'extérieur, des trucs comme ça. Donc nous on était là, mais monsieur, vraiment vous êtes gentil et tout, parce qu'il y a des chauffeurs de taxi, dès qu'il arrive à destination, dès que tu descends, bah, il est parti, quoi. Donc derrière toi il peut t'arriver quelque chose, c'est pas son problème. Donc et tout, il a commencé à nous raconter des histoires, que voilà, comment il aidait les gens et tout. Et après, on arrive vers chez nous. Donc on est sur le goudron avant de prendre la ruelle de là où on habite. En allant, au loin, j'aperçois une vieille dame. Donc la vieille dame est marchée, fatiguée, le dos courbé, parce que moi j'étais assise devant, ma cousine était derrière. J'aperçois la dame et tout. Donc on a une petite dame au quartier et tout. Vraiment, elle aime boire. Elle aime boire, vraiment, celle-là. Donc au loin, moi je pensais que c'était cette dame-là. Je dis alors à ma cousine, enfin, je vais l'appeler Sylvie. Je dis alors à ma cousine que, oh, ça c'est pas maman Sylvie et tout, à cette heure-ci, elle est encore dehors. C'est sûr qu'elle cherche seulement un endroit pour boire. Et tout, on rigole dans le taxi. Donc plus on approche, plus je me rends compte que c'est pas elle. Juste une dame que, enfin, on la connaît pas. Donc la dame, quand le taxi arrive à son niveau, elle marche vraiment le dos courbé avec difficulté. Elle regarde à l'intérieur du taxi pour voir qui était à l'intérieur. Puis après, on oriente le taxi et tout, et prend notre ruelle parce que voilà, la ruelle n'est pas grande que ça. Et on n'est pas vraiment au fond de la ruelle, elle est juste au début. Donc on rentre dans la ruelle avec ma cousine, dans le taxi bien sûr. Donc comme chez nous, il y a deux entrées, donc à l'avant de la maison et à l'arrière. Donc à l'arrière, pour rentrer, il faut passer par un petit tunnel. Donc on s'est dit que vu qu'il est encore 23h, tout ça, certainement que c'est ouvert. Donc, je descends alors du taxi quand le taximan se gare. Je descends alors pour ouvrir la poignée du portail pour voir si c'était ouvert. À peine je descends, je vais ouvrir la poignée. Donc, je n'ai même pas encore touché que j'entends ma cousine qui crie après moi que remonte vite dans la voiture. Je réfléchis même pas, je me retourne, je plonge dans le taxi. Et
Quand je plonge dans le taxi, je m'arrange et tout, le chauffeur, il prend donc toute la ruelle, il roule jusqu'au fond de la ruelle, parce qu'après la ruelle s'arrête. Je regarde derrière la vieille dame qu'on avait laissée au grand goudron là-bas. Elle était déjà à quelques pas de moi. Donc je ne sais pas comment elle a fait pour courir, pour marcher aussi vite, alors qu'elle marchait avec difficulté, le dos courbé. Ma cousine alors me dit que voilà la dame et tout. Quand j'ai regardé par derrière et tout, j'ai vu qu'elle venait en courant. Prise de panique, c'est pour ça que j'ai demandé de vite remonter dans la voiture parce qu'on la connaît pas, on sait pas ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle voulait me faire, des trucs comme ça. On est choqué et tout, le chauffeur alors il se gare au fond de la ruelle, il nous demande mais est-ce qu'il n'y a pas une autre entrée ou si vous voulez venez pas à un autre endroit, comme ça je vous accompagne et tout. Du coup au chauffeur on explique alors que non on a une autre entrée mais il faut passer par le tunnel, tout ça. Il dit d'accord. Donc le chauffeur alors reprend la ruelle pour ressortir sur le goudron et nous ramener à l'entrée qui est à l'arrière de la maison. Donc quand le chauffeur repasse vers la dame court après le taxi et elle dit que voilà, je vous attendais, aujourd'hui je vais dormir avec vous, j'ai besoin de vous, des trucs comme ça. Elle n'arrêtait pas de parler, elle courait après le taxi, on était en panique, ma cousine et moi. J'étais choquée, j'ai dit Seigneur, c'est quelle histoire? Et après la dame, elle va s'asseoir sur une petite dalle qui était là. Excusez-moi, parce que voilà, pour elle, elle a vu que la seule entrée c'était ça, que certainement, forcément, on va revenir par là. Le chauffeur alors, il roule, il va prendre un petit virage, il retourne la voiture, il se cache par là. Il nous pose des questions, mais est-ce que vous la connaissez et tout ça? On lui dit que non, monsieur, on la connaît pas, on ne sait pas ce qu'elle veut, on ne sait pas qui c'est, elle sort tout ça. Le chauffeur alors nous dit d'accord, parce que quand on est repassé par le goudron qu'il a pris, on lui a montré le tunnel que nous devons prendre. Et il nous a dit alors, bon, moi je vais éteindre les phares, je vais rouler doucement. Dès que je vais arriver sur l'entrée du tunnel, préparez-vous déjà à sortir et vous courez vite pour rentrer chez vous. On lui dit alors que d'accord et tout, on lui libère sa course. On a pris nos sandales, les sacs, on a porté sur nous, on dirait des bébés. Oh. Le chauffeur alors arrive par derrière. Il roule doucement, il a éteint les phares. La dame était sur la dalle un peu plus loin et elle nous avait donné le dos. Donc elle ne savait pas la voiture qui arrivait derrière. Le chauffeur alors il descend, il vient nous ouvrir la portière. Dès qu'il a ouvert, on a couru ma soeur et moi dans le tunnel. Donc on pouvait même se blesser, on ne voyait pas avec l'obscurité. On a couru, on est rentré dans la parcelle jusqu'à ce qu'on est rentré dans la maison. Donc quand on arrive dans la chambre, on regarde alors par la fenêtre. On allume la lumière, c'est à ce moment-là qu'on voit comment le taximan, il a démarré sa voiture, il est parti. C'était vraiment notre ange gardien. Et dans la chambre, on était en panique et tout, on n'en revenait pas. Mais c'est quelle histoire? Mais c'est qui? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Des choses comme ça. Mon Dieu, c'est une sorcière, on ne sait pas. Vraiment, on avait mal dormi, elle et moi, on avait très mal dormi, on avait peur et tout. Et le lendemain, on a expliqué l'histoire à notre tante. Elle a alors sorti et tout. On lui a dit qu'elle était là. Donc, partout où la dame était, elle a versé du sel. Elle a prié, elle a versé du sel. Dans la rue, elle a versé et tout. Donc, vraiment, c'est pour dire aux gens qu'on sortait tard la nuit là. Hein? La vie du dehors, de la nuit, c'est dangereux. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va croiser, qui on va croiser. Il y a des gens... on ne sait même pas si la dame c'était vraiment un être humain. Peut-être que c'était seulement une esprit. Donc vraiment, depuis là, moi personnellement, je n'aime vraiment plus rentrer tard. Limite 22h. Vraiment limite. Et ça arrive rarement. Je n'aime même plus sortir tard. Je préfère sortir la journée. Parce que la nuit, il se passe trop de choses. On peut nous agresser. On peut rencontrer des gens bizarres. Donc vraiment, il faut faire attention. C'était un peu ma petite histoire. Elle a été un peu longue. Hein. Voilà, je viens de me rappeler et tout. Donc, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMJ. Bonjour à toute la communauté, à tous les auditeurs. Je vous encourage à partager, à liker, à commenter, pour que nous soyons nombreux, encore nombreux,
à nous exhorter les uns les autres. Cela dit, je vais raconter mon histoire. L'histoire que je m'apprête à raconter a eu lieu quand j'étais en classe de 5e. J'étais en 5e à l'intérieur du pays. Les faits se déroulent en Côte d'Ivoire et dans une ville de la Côte d'Ivoire dont je ne ferai pas mention. Et donc, étant dans cette ville-là, nous avions des voisins. Nous n'étions pas voisins directement. Ils étaient un peu derrière. Nous vivions en location et eux avaient construit leur maison. Voilà, les travaux n'étaient pas véritablement terminés, qu'ils avaient aménagé. Voilà, à l'époque, quand on venait d'arriver, ils habitaient juste à côté de nous. Et la famille a acheté un terrain juste derrière leur maison. Et la maison était en construction. Donc, dans le courant de l'année, les travaux d'électricité n'avaient pas été encore faits, que déjà ils ont quitté la location qui était juste à côté de nous là pour aller derrière dans leur nouvelle maison. Et vraiment la cour était grande. La cour était grande avec les arbres. C'était assez aéré. Donc étant voisins, nous avions l'habitude de jouer. Les enfants de la voisine viennent chez nous, vice versa. On allait à la même école. Et donc on vivait vraiment en parfaite symbiose. Et notre voisine-là avait son mari il faisait quand même la navette. Il n'était pas très souvent en place. Et elle était très souvent avec les enfants. Souvent, il partait, il venait à cause de ces plantations qu'il avait quelque part là-bas, nous disaient ses enfants. Donc, il n'était pas très souvent à la maison, mais par moments, il était là. Mais celle qu'on voyait régulièrement avec les enfants, c'était la femme, son épouse. Et notre voisine, là, vraiment, elle aimait du tapage. C'était quelqu'un de très gentil, mais c'était quelqu'un qui aimait vraiment le tapage. S'il y a un petit truc chez eux, tout le quartier est au courant. S'il y a un truc malheureux, vraiment, il n'y avait pas de secret. Chez elle, là, son affaire, c'était l'affaire de tout le monde. C'était comme ça qu'elle était. Elle était très sociable, très fatigante aussi par moments, parce que c'est pas toujours qu'on est disposé à toujours tout écouter. Voilà, bref, c'était quelqu'un de sympathique. Et nous étions amis à ses enfants. Et c'est comme ça que souvent nous rendions dans leur nouvelle maison qui avait une cour qui était super aérée, avec de gros arbres. Vraiment, il y avait de la place pour s'amuser. Donc, nous étions réguliers. Quand c'était pas jour d'école, quand on n'avait pas grande chose à faire, on était chez eux. Souvent aussi, ils venaient chez nous. Mais on passait beaucoup de temps chez eux. Et à un moment donné, on a remarqué qu'ils avaient reçu un visiteur. Un visiteur, c'était un homme d'un certain âge qui s'asseyait quelque part sous un gros arbre de la cour. Et il avait toujours la tête baissée. Voilà. Personnellement, j'avais jamais pu saluer le monsieur puisqu'il était toujours en train de somnoler. Voilà, la tête baissée. On n'avait jamais vraiment regardé ses yeux, puisqu'il avait tout le temps la tête baissée. Mais bon, comme on venait, nous étions des gosses, hein, on n'avait pas le temps de faire trop attention. Mais on a tous fini par remarquer que le monsieur, il ne regardait pas trop les gens, il était toujours dans cette posture-là. Et souvent, on leur a demandé le premier jour qui c'était. Ils nous ont fait comprendre que ce serait l'oncle de leur maman qui serait venu la saluer. Bon. Et puis bon, nous sommes passés. Au milieu de tout ça, vraiment, les choses allaient bon train. Mais la fausse note, c'était que le fils aîné de la dame, de la famille, là, il avait vraiment une grande animosité pour cet étranger-là. Il n'approuvait pas vraiment la présence du monsieur, là, parce qu'il disait comme ça qu'il a suffi seulement qu'il dise à sa mère qu'il est du même village qu'elle pour que tout de suite, elle accepte à la maison, sans toutefois vérifier son identité en profondeur. Donc, il n'approuvait pas trop le comportement de sa maman, qu'elle avait de trop ouvrir ses portes à tout le monde. Et il n'approuvait pas trop, et souvent il y avait des histoires au sujet de cet étranger-là. Bon, sa petite sœur qui était de notre promotion venait souvent nous dire, oui, il y a son grand frère qui faisait des palabres avec sa maman parce que son tonton serait venu. Bon,
Elle nous en parlait comme ça et puis bon, ça passait. Nous, à notre âge, on n'avait pas vraiment le temps de faire attention à tous ces détails-là. Parce que son grand frère, quand même, il était déjà assez jeune. Il était jeune et nous étions en 5e, 6e, voilà. Donc, on ne parlait pas le même langage à l'époque. Donc, il faisait toujours des histoires à sa maman pour cette histoire-là d'étrangers qui seraient venus. Et à l'époque des faits, leur papa n'était pas là. Il était encore en déplacement pour ses plantations. Nous avait dit sa fille. Donc, leur papa n'était pas là quand les faits se sont passés. La maman était avec ses enfants. Voilà. Et donc, quand le papa n'était pas là, c'était le fils aîné qui faisait office de père à la maison. Il avait toujours son mot à dire par rapport à qui rentre, qui sort. Vraiment, c'était quelqu'un de très méfiant. Très sympathique, on l'appelait tous grand frère, mais on n'avait pas compris son animosité à l'égard de ce visiteur-là. Voilà. Donc, ce qui n'approuvait pas plus, c'est que c'était pas quelqu'un qui avait prévenu qu'il venait. Ça avait été un visiteur inopiné qui leur était tombé dessus comme ça un soir, qui se serait renseigné sur la famille. C'était quand même une famille que les gens connaissaient dans la ville là, parce qu'elle a duré dans la ville là. Voilà, et il y a un des fils de la famille qui travaillait à la gare, l'une des grandes gares de la ville qui était très connue. Donc vraiment, la famille était très connue. Il suffisait d'arriver, c'était pas une grande ville, hein, de dire telle famille tout de suite, tu allais trouver quelqu'un pour t'envoyer chez eux. Donc quand il est venu, il a dit leur nom. Ils lui ont envoyé un visiteur un soir et quand ce dernier s'est présenté, il a dit qu'il était du même village, patati patata, et puis pouf. La maman était très contente de le recevoir comme à son habitude. Il suffit qu'elle entende le nom de son village dans la bouche de quelqu'un et ça roule. Et son fils n'avait pas apprécié ça du tout. Il n'avait vraiment pas apprécié ça. Donc c'est comme ça que la vie allait bon train. Les choses allaient bon train. Jusqu'au jour où une nuit durant, la petite sœur de ce jeune homme-là se lève pour aller satisfaire un besoin dans les toilettes. Et je vous ai dit tantôt que les travaux d'électricité n'étaient pas encore entamés, que déjà la famille avait déménagé dans leur maison. Donc, il y avait des lampes tempêtes. Voilà. Et donc, il y avait une lampe qui éclairait faiblement au salon. Et elle est passée, elle allait dans les toilettes, elle est allée satisfaire un besoin. Et quand elle est partie, elle n'a pas vu son grand frère. C'est qu'en revenant, quand elle partait, elle avait vraiment le sommeil dans les yeux. Et en revenant, elle voit son grand frère en hauteur dans la maison. Bon, la pénombre étant dans la maison, elle ne peut pas vraiment distinguer que ce dernier-là était pendu. Mais elle voyait qu'il se débattait et autres. Et elle a bien frotté ses yeux. Elle se rend compte qu'il est en train de se débattre. Et quand elle lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là-bas à cette heure? Mais qui t'a envoyé là-bas? Et au son de sa voix, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et prise de panique, elle alerte la maison. Et voilà, la maisonnée est réveillée. Maman, les autres enfants sont réveillés. Et ils viennent trouver leurs frères et fils pendus à l'une des poutres de la maison, les gros bois qui traversent, voilà, quand on fait la toiture. À l'une des poutres, il est pendu, une corde serrée au cou, attachée à la poutre, et il est en train de se débattre. Donc tout de suite, ils ont eu le réflexe d'envoyer des chaises, les tabourets, vraiment tout ce qu'ils avaient sous la main pour mettre ça en hauteur, pour qu'ils posent les pieds là-dessus. Et c'est comme ça nous a rapporté sa sœur. Ils ont trouvé un couteau ou bien un ciseau qu'on lui a donné étant en haut là-bas pour vraiment couper la corde. Et quand il est descendu, la corde était très serrée. Ils ont dû faire 1000 manœuvres pour pouvoir vraiment desserrer la corde qui avait fait un nœud. Et il était très essoufflé, il respirait à peine. Donc il était couché au salon. J'ai essayé de le souffler, le remonter, verser l'eau sur lui, vraiment tout ce qu'il pouvait faire durant cette nuit-là.
Et sa maman, paniquée par cette scène horrible à laquelle elle vient d'assister là, essaie de lui arracher les mots de la bouche. Ben mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle regarde la porte principale, la porte d'entrée. Il n'y a aucun signe d'effraction. La porte est fermée comme la veille, ils sont allés se coucher. Tout est en ordre, il n'y a pas quelque chose qui est mélangé. À part le fait que le fils soit pendu à l'une des poutres de la maison. Donc, elle essaie de lui arracher. On lui dit, non, calme-toi d'abord. Il va essayer de reprendre ses esprits parce que lui-même, il est apeuré. Et sans compter qu'il peine à respirer. Compte tenu de la corde vraiment qui... Donc, attends un peu, il va reprendre ses esprits. Ils ont remonté le jeune homme, et peu à peu, il a commencé à calmer ses esprits. Et tout ce qu'il a pu... Il ne pouvait pas parler vraiment. Il était non seulement effrayé, et il souffrait puisque il s'en est fallu de peu pour qu'il meure. Heureusement pour lui que sa petite sœur a eu envie d'aller au petit coin et là, elle est passée par là. Sinon, il se serait réveillé et il l'aurait trouvé mort pendu à la poutre au milieu du salon. Donc, pendant qu'il lui posait les questions, il ne répondait pas, mais il montrait du doigt la chambre de l'étranger. Il montrait du doigt la chambre de l'étranger. Et sa maman lui demande, mais quoi? C'est comme ça que par curiosité, elle va et elle remarque que la chambre n'est pas fermée, mais elle est entrebâillée. La chambre est entrebâillée. Elle essaie de pousser un peu. Elle tape, personne ne répond. Elle essaie de pousser un peu. Elle se rend compte qu'il n'y a pas d'étranger, il n'y a personne dans la chambre. Elle demande aux autres, mais où est le tonton là? Personne ne sait. On ne sait pas, on est en train de dormir. Et comme il n'y a pas de lumière, les lampes qui sont là, on essaie d'allumer les torches pour voir un peu. L'étranger n'est nulle part. Donc, c'est comme ça, le jeune homme a réussi à dire simplement, c'est lui qui m'a fait ça. Vraiment, plusieurs souffles. C'est lui qui m'a fait ça. Lui, sa maman est tombée des nues. C'est mon oncle qui t'a fait ça. Mais et puis même, il est où? On ne le trouve nulle part. Il dit non, il a essayé de me prendre. Quand il a fini, il est passé en travers de la porte. Il n'a pas ouvert la porte, il est passé en travers de la porte et je me débattais depuis. Si la petite n'était pas passée, je serais mort au jour d'aujourd'hui. Il tremblait sur lui comme ça. Ils ont essayé de le calmer et le lendemain matin, très tôt, sa maman l'a envoyé à l'hôpital pour des examens de routine. Il avait même une trace sur le cou là, parce que la corde avait vraiment serré. C'est pas des faits que je raconte. Ce jeune homme, on le connaissait, comme je dis là, on allait chez eux. Donc, tout le monde pouvait voir les traces de la corde qui avait essayé de l'étrangler. Et c'est comme ça que quand ils sont revenus, on leur a dit, bon, ici, vraiment, ils n'étaient pas vite arrivés. Le pire se serait produit. Mais pour l'heure, il n'y avait pas grande chose à décrire. Ils lui ont pressé quelques médicaments, ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, comme je l'ai dit tantôt, les travaux d'électricité n'étaient pas encore entamés chez eux quand ils sont partis. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Mais chez nous, il y avait un téléphone fixe. Et je l'ai également dit, la voisine, c'était une femme vraiment qui aimait le tapage. Quand il y a un problème, en tout cas, elle alerte tout le quartier. Et quand les faits se sont produits, nous, on était déjà partis à l'école. C'est quand nous sommes revenus que nous avons trouvé des gens qui sont remplis dans notre cour. Il y avait du monde, bon, pas grand monde, mais il y avait quand même quelques personnes et ça nous a interpellés. On dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est comme, bon, étant habitants de la maison, nous sommes entrés, on s'est faufilés entre les gens et nous sommes entrés dans la maison. Et c'est là que l'on nous a raconté l'histoire que la voisine serait venue ici, il y a quelques heures de cela, avec un numéro de téléphone qu'elle aurait trouvé au chevet du lit de ce fameux visiteur-là. Et elle a pris le numéro pour appeler. Et quand elle a appelé, la personne au bout du fil lui a fait comprendre que la personne qu'elle est en train de décrire là, c'est un tel qui avait vécu, c'est un habitant de la maison, de la famille et autres, mais qui est décédé depuis 2000 combien, il y a déjà des années de cela que cette personne est décédée. Donc, il ne trouvait pas trop de cohérence dans son discours où elle disait non, qu'elle avait hébergé
la personne chez elle, alors que la personne est décédée il y a de cela des années. La voisine a posé le combiné, elle est tombée en syncope. Donc ma tante, son mari, vraiment tous ceux qui étaient là, ils essayaient de la remonter. Il y en a qui envoyaient de l'eau, chacun envoyait ce qu'il pouvait faire pour que la voisine revienne à elle, parce que ce genre de nouvelles-là, ça dépasse l'entendement. Donc elle réalise maintenant que c'est un revenant qu'elle a hébergé chez elle pendant plus d'une semaine. Et elle comprend pourquoi son enfant avait cette animosité-là à l'égard de cet étranger-là. J'ai essayé de la remonter. Et grâce à Dieu, elle est revenue à elle. Nous tous, c'était vraiment la nouvelle allait comme une traînée de poudre. Hein. C'est parti comme ça dans le quartier. Il y avait un revenant chez nos voisins. Il y avait un revenant ici. Il y avait un revenant. Et ce jour-là, quand elle a repris ses esprits, le mari de ma tante lui a fait comprendre que c'est pas mauvais d'être sociable. Mais recevoir un étranger simplement sur la base de vous êtes du même village, alors que tu ne connais pas personnellement la personne, c'est assez risqué quand même. Et que le jeune homme avait parfaitement raison. Le pire aurait pu arriver, mais Dieu dans sa grâce n'avait pas permis à cet esprit-là de faire sa sale besogne, et il est parti. Et l'enfant est sorti sain et sauf de cette mésaventure-là. Mais à l'avenir, vraiment, il fallait qu'elle fasse attention, surtout que son mari n'était pas là quand cet étranger est venu. Il fallait qu'elle fasse attention à qui rentre et qui sort. Et voilà un peu, c'est sur ce que les conseils du mari de ma tante que je vais renchérir pour dire, pour sensibiliser les uns et les autres. Nos vieux parents, nos grands-parents, paix à son âme, ma grand-mère, ça c'était quelque chose qu'elle faisait régulièrement. Et je pense que cette génération de maintenant là a quand même les yeux ouverts, ne laisse pas n'importe qui rentrer. Ma grand-mère à l'époque, quand il y avait un étranger qui disait il vient du village, il est à la maison. Oui, moi je suis le fils de tonton, à la maison. Et on s'en plaignait. Ils disaient non, nous avant on vivait comme ça, c'est pas maintenant vos sociétés où, mais on n'est plus avant. Actuellement là, les temps sont mauvais, donc j'exhorte les uns et les autres ici, tous les auditeurs, à vraiment faire attention à qui nous faisons rentrer chez nous à la maison. On ne peut pas simplement dire que je viens du même village que toi et tout de suite, allez, la personne rentre. On ne sait pas quelles sont les motivations réelles de la personne. Voilà. Quelles sont les motivations réelles de la personne? Le jeune homme aurait pu perdre la vie simplement parce que sa maman, elle est un peu trop sociable. Comme on dit, l'excès nuit. C'est pas mauvais d'être sociable, mais sociable à l'excès. Il peut y avoir mort d'homme, comme ça a failli être le cas de son fils. Donc, telle est mon histoire et vraiment merci à tous ceux qui m'ont écouté et que Dieu permette que vraiment cette chaîne-là perdure, que le maximum de personnes soient sensibilisées. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, je m'appelle Hachem. Je vais raconter mon histoire. C'est depuis 2021 ou 2021 qu'un couple ami m'avait présenté à un de leurs amis. Je vais lui donner le nom de Frédéric. On me présente à Frédéric. Frédéric est avocat. Bon, pour la petite présentation, on me dit que Frédéric était marié et sa femme l'avait quitté, un certain 8 mars. Il y avait déjà des problèmes en amont et tout, mais le 8 mars, la femme était partie se réjouir avec ses amis et puis elle est rentrée le 12. Bon, étant congolaise, dans notre culture, ces choses, ça n'arrive pas, ça ne se supporte pas. Et c'était vraiment la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Bon, c'était la présentation, le jour où on nous avait présenté. Une fois qu'il était parti, on m'a briefé un peu sa petite histoire. J'ai eu pitié de lui, je lui ai dit, mais bon, c'est quelqu'un de bien, mais pourquoi est-ce qu'il est tombé sur une femme aussi mauvaise comme ça? En tout cas, que le Seigneur le fasse grâce, qu'il trouve une bonne femme. Le lendemain, ma copine m'appelle pour me dire, ma copine, je l'appelais
Laetitia. Laetitia m'appelle pour dire, ah, écoute, en fait, Frédéric était marié à Pauline. Regarde, Pauline, elle est là. Je dis, en tout cas, ce visage me dit quelque chose. On dirait qu'on était ensemble à la fac. Et je prends, je fais la capture de la photo de Pauline. Et je vais dans notre forum WhatsApp avec les amis. Bon, et puis on me donne son nom. On me donne son nom, parce que j'avais déjà oublié son nom de Pauline. On me donne son nom, son numéro. Après, je vois que Frédéric a commencé à m'a cherché sur Facebook. On a commencé à converser. C'était un premier rendez-vous et tout. Mais au début, j'étais quand même hésitante. Je n'aime pas trop les divorcer. C'est toujours une longue histoire. Divorcer avec 2 enfants en bas âge, c'était quand même compliqué et tout. Et quand il m'a raconté toutes les histoires qu'il avait vécues dans son ménage, dans son mariage, j'ai vraiment compassion pour lui. Et je lui dis, c'est parce que tu m'as raconté tout ça que j'ai tellement pitié de toi que j'aimerais que tu vives l'amour autrement. En tout cas, je voudrais te montrer une autre face de l'amour et tout. Et bon, voilà, on a continué comme ça et tout. Après, je lui dis, moi, généralement, j'ai ce don-là quand je suis avec quelqu'un, en amitié ou en amour, je rêve. Dieu me montre toujours quelque chose sur la personne. Mais qu'est-ce qui se fait que moi, je n'ai jamais rêvé? Mais c'est quand même suspect. Quand je pense à toi, je prie par exemple, je vais je veux avoir une information sur toi, je ne vois rien. C'est comme l'impression, soit tu n'es pas libre, soit tu es lié à quelqu'un, parce que ce n'est pas normal. On continue, là, c'est au mois d'août qu'on s'était rencontrés, on a fait connaissance, en tout cas, c'était un véritable amour et tout. Au mois de janvier, on s'est pris la tête et tout. Et en parlant, là, il me dit, mais qu'est-ce que ça fait? Même si tu me vois avec mon ex-femme, ça fait quoi? Nous sommes amis et tout. Bon, il avait quand même déplacé son langage et tout, mais je me dis, moi, il faudrait quand même que je parle de cette situation à quelqu'un de très proche de confiance. Et là, je raconte à ma soeur aînée. Ma soeur aînée me dit, non, on doit prendre 2 jours de prière parce que cette relation, telle que tu me l'as décrite, là, tu veux qu'elle soit sérieuse ou qu'elle s'aboutisse à un mariage. Et du coup, on a commencé à prier. Et ce jour-là, après, ma soeur qui m'appelle me dit, en tout cas, le Seigneur me convainc que si tu épouses cet homme ici, tu seras malheureuse. Oh, je regarde, mais j'étais déjà follement amoureuse de la personne. Et je dis, bon, sûrement ma soeur, elle est mariée depuis plus de 20 ans. Peut-être qu'elle est jalouse de moi. Pourquoi? Et je l'ai bloquée sur tous mes statuts, qu'elle ne m'appelle plus, qu'elle ne voit plus tout ce que j'ai publié et tout. Le gars m'a demandé pardon, on a continué et tout. Arrivé au mois de mai, à son anniversaire, j'organise une fête surprise, j'appelle tous ses amis et tout. Et là, il fait une déclaration solennelle là qui va officialiser bientôt et tout. Tout était tellement bien. Et c'est à dater de ce jour-là que ses amis sont allés dire à son ex-femme que, écoute, ton ex veut prendre en mariage une fille célibataire qui est sans expérience. Alors, il faudrait que tu fasses très, très attention. Et un de ses amis qui dit, en tout cas, moi, je voudrais t'aider que tu rentres dans ton ménage. Alors que le monsieur, Frédéric, était divorcé de Pauline il y a 8 ans, pour la petite précision. Et on a continué. Puis bon, j'ai remarqué qu'il y avait eu subitement comme ça, la personne a commencé à changer de comportement et tout. Bon, je me plaignais et puis bon, je fais semblant et tout. Après DMG, je suis tombée malade, une maladie vraiment mystérieuse. Je pensais que c'était des hémorroïdes. J'en ai déjà souffert dans le passé. C'est une affaire de 3 jours. On le traite avec des produits traditionnels et tout. Hémorroïdes, j'appelle ma soeur aînée, je lui dis, en tout cas, moi, ça va pas. Elle me recommande, non, prends tel produit et tout. Ce sont des suppositoires, ça va te soulager. Et d'ailleurs, tu n'auras pas utilisé tous les 10 suppositoires. Un seul, c'est bon, ça va te soulager. Je n'utilise rien. Je commence à faire des fortes fièvres, des douleurs atroces, vraiment atroces.
Là, c'était au mois d'octobre. Des douleurs atroces. Quand je dis atroces, c'est vraiment atroce. Bon, hémorroïdes, bon. Le couple ami qui nous avait présenté, ils ont un hôpital. Ils me disent non, il faudrait que tu ailles te faire consulter et tout. Pour qu'au lieu de faire l'automédication, je prenais. Dans ces douleurs-là, je pouvais prendre le flacon de Doliprane en une journée. Je faisais des fortes. Quand j'avais des douleurs, je faisais la fièvre et je prenais le Doliprane. 2 fois, on venait m'administrer des Tramadol comme ça, Tramadol plutôt, et ça n'allait pas. 10 minutes après, moi, ça n'allait pas. Et ça me coupait le sommeil. J'ai fait 3 semaines sans sommeil et Frédéric ne venait pas du tout. Il était tellement disponible. Il avait des dossiers qui le prenaient le temps. Il n'avait même pas 1 minute pour passer chez moi, alors que c'est chez moi qu'il venait manger. C'est chez moi qu'il venait passer son temps. Chez moi. Mais Frédéric était tellement occupé. Et là, ça commençait à tiquer tout le monde. Mais comment ton fiancé ici, devient subitement indisponible comme ça quand tu es malade. Et pourtant, à chaque fois que lui il est malade, tu es toujours en son chevet. Je lui fais un message pour dire est-ce que c'est une coïncidence ou bien c'est un message que tu veux me transmettre. Et il me dit ma mère aussi est malade. Bon, est-ce que je dois choisir entre toi ou ma mère? J'ai dit ah bon, ok, bon là au-dessus je ne discute pas. Et le lendemain, il m'envoie le chauffeur avec de l'argent pour me dire, je ne sais pas si tu vas payer des fruits ou quoi. Mais lui-même, il n'est pas disponible. Je vais à l'hôpital, ils me disent, bon, peut-être que c'est l'hémorroïde, il faudrait qu'on opère. J'entre bien jusque dans la salle d'op. Le médecin qui a dit, non, arrêtez. Il ne faut pas qu'on opère et tout. Il faut juste prescrire des produits. Alors que j'étais déjà sous anesthésie. Donc, j'avais tellement de douleurs que je ne sais pas, il fallait qu'on trouve une solution à la hâte. Je sors de l'hôpital, finalement, je rentre à la maison, on se dit non, cette histoire ici commence à être bizarre, ça commence à être sérieux, on se met à prier. On a commencé à prier, alors je crois vraiment que la partie là commence à enfler. Ce n'est plus l'hémorroïde, ça commence à enfler, ça prend du volume et ça devient tout rouge. Il y a une maladie ici au Congo-Kinshasa, une maladie assez mystérieuse qu'on appelle Mbassou. Donc ça enfle comme ça et puis ça, quand ça explose, ça fait une plaie et ça conduit même à la mort. Et cette maladie-là, ça ne se soigne pas à l'hôpital. C'est juste chez les tradipraticiens et tout. Bon, ce sont eux qui guérissent ça. Bon, en tant que chrétienne, moi, les tradipraticiens plutôt, moi, je ne les consulte pas. Là, on s'est fié à la prière. Et tout, monsieur appelé, il écrivait un message, il écrit aujourd'hui, coucou, ça va? J'ai dit bien. L'autre coucou là, c'est demain. Donc toute la journée, il n'a pas de temps pour te demander comment tu vas, rien. Et tout. Bon, finalement, ma voisine qui vient avec son amie, mais ma soeur, pourquoi est-ce que cette hémorroïde prend 3 semaines comme ça? C'est pas normal. Fais-moi voir d'abord. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc gonflé, en tout cas, je n'arrive pas à me mettre. Je ne sais pas manger non plus. Je prends juste la papaye et la bouillie pendant 3 semaines et je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas si c'est à cause des antidouleurs que je prends ici. Je ne dors pas, je ne sais pas m'asseoir non plus parce que j'avais des douleurs tellement atroces. Alors elle regarde, elle me dit non, est-ce que tu as de l'huile d'onction et tout? Je lui dis oui, j'en ai toujours eu. Elle prie, elle applique là. Alors elle part, elle me dit mais non, mais ma chérie, tu as marché sur quoi? En tout cas, c'est une maladie mystérieuse là que tu as piétiné et tout, je sais pas. Mais la personne qui t'a jeté ce sort ici, elle est tellement méchante parce que là, si ça explose seulement, tu vas mourir. Oh, j'étais étonnée. Ma voisine qui me dit, en tout cas, ma grande soeur m'a dit, leur pasteur prie aussi pour ce genre de cas. Je vais à l'église. À peine j'arrive à l'église, le pasteur qui dit mais cette femme ici, qu'est-ce qu'elle te veut? Elle est vraiment méchante, elle veut te tuer. Heureusement que je suis arrivée à temps. Alors elle me dit mais non, ce n'est pas la femme de ton gars, c'est sa nièce qui vivait dans sa maison. Pour la petite précision, quand monsieur avait divorcé de sa femme, il avait récupéré sa nièce. Et comme on a commencé ensemble notre relation, sa nièce me prenait pour sa rivale. Vraiment une rivale alors que c'était la nièce. Moi, je ne comprenais pas. Je me plaignais de la façon dont elle me traitait alors que c'était une petite fille. Elle me prenait pour sa rivale. Comment? On n'a pas le même niveau et tout. Je ne comprends pas. Et tout, elle me dit c'est sa nièce, mais elle n'est pas seule. Il y a beaucoup de gens dedans, dans cette maladie. Donc,
pour dire qu'il y a quelqu'un, c'était l'idée de quelqu'un, l'autre a financé l'argent pour aller prendre le produit encore je sais pas, chez les sorciers, chez les Nganga et tout, et quelqu'un d'autre est venu livrer. Et moi, je me rappelle que je suis tombée malade le jour que la nièce était venue à la maison chez lui, chez mon gars. Alors, on a commencé. Le soir, je reviens, monsieur m'appelle. Pourquoi tu es allé à l'église? Il ne fallait pas que tu ailles à l'église. Il y a un problème parce que je suis allée à l'église. Il ne fallait pas. Et si tu avais besoin d'argent pour aller à l'hôpital, il fallait que tu me dises. J'allais envoyer l'argent avec le chauffeur pour que tu ailles à l'hôpital. Mais je dis, mais si à l'hôpital, je n'arrive pas à trouver de solution, pourquoi ne pas recourir à Dieu? Pourquoi si je vais là, il a commencé à me sermonner et tout et tout et tout. Je continue avec l'huile qu'on m'a donnée à l'église là. On m'a donné aussi des produits qu'il fallait purger et tout. Il y avait des trucs bizarres, une odeur nauséeuse. Je n'ai jamais senti une odeur comme ça de ce qui sortait dans mon ciel. Excusez-moi de le dire. C'était vraiment une odeur terrible, terrible. Donc toute la parcelle fouillée quand il fallait que j'aille aux toilettes. Alors je commençais à appliquer cette huile là et puis j'applique. Le lendemain, la douleur, il m'avait dit, le patient m'avait dit de ne plus prendre les produits pharmaceutiques, sinon j'allais faire un arrêt cardiaque. Et que j'applique seulement cette huile ici, que je prie et tout, avec le psaume 35, que j'applique et tout. J'ai commencé à appliquer jusqu'à ce que la partie enflée là termine, tout redevient normal et tout. Je faisais plus de fièvre, je n'avais plus de douleur. Et il me dit... ton gars là, c'est quelqu'un c'est un occultiste. Il voulait te sacrifier et tout. Regarde pour preuve. Prends cette huile ici, tu appliques ça sur la barrière, sur les portes de ta maison et tout. Tu prends aussi le sel, tu asperges dans toute la maison, dans ta chambre et tout. Tu verras que le monsieur ne viendra plus. DMG, depuis le mois de novembre 2022, monsieur n'a jamais mis ses pieds ici. Il n'a jamais mis ses pieds ici. Jusqu'aujourd'hui, il a toujours des raisons. Pourquoi non, je n'ai pas le temps. Ou bien quand il vient comme ça, il gare au coin de l'avenue. Il ne peut pas arriver chez moi ici. Alors je lui dis, je sais pourquoi tu ne viens pas. Oh non, je pense que... Non, je sais pourquoi tu ne viens pas. Et là, on me raconte comment il est occultiste, il voulait me sacrifier et tout. Il voulait, c'est pas utiliser mon étoile, machin. Alors... 2 fois, le Seigneur nous parle, mais nous ne sommes pas attentifs. Nous avions prié et le Seigneur nous avait déjà montré, il avait déjà dit à ma soeur, mais comme c'était ma soeur, je l'ai pas suivi. Il fallait que quelqu'un d'autre me le dise et tout. Et pourtant, si j'avais arrêté depuis janvier 2022, je ne serais peut-être pas tombée malade et je n'allais pas subir tout ça. C'est un peu ça. Donc, 2 fois, je dis, j'ai compris qu'il ne faut pas aimer par pitié, par compassion, non. Il faudrait vraiment être convaincu de la voie que vous voulez prendre, de la décision que vous voulez prendre pour s'engager. J'ai failli perdre ma vie et tout. Et pour une petite précision, depuis que j'ai rencontré ce monsieur, j'ai eu des arriérés pendant toute la relation, des arriérés de salaire. Tout ne marchait plus dans ma vie. Dans mon travail, ça ne marchait plus. Je dépendais totalement de lui. Il fallait que lui vienne me donner l'argent. Lui paye pour moi le carburant. Je ne comprenais pas. Et pourtant, moi, je suis une femme qui travaille depuis plus de 10 ans. Et je me suis toujours prise en charge toute seule. Mais depuis que je l'ai rencontré, tout ne marchait plus. Et quand je me suis décidée, j'ai dit spirituellement, physiquement, je te quitte. C'est alors que je commence même à aller en mission des services, que je commence à me retrouver et tout commence à marcher dans ma vie. Voilà ma petite histoire. Merci. Merci pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 7e histoire. Bonjour DMG. Bonjour à toute la communauté. J'ai une toute petite histoire à raconter. Elle m'était arrivée avec un ami. Bon, l'histoire commence comment? Nous étions donc en train de rentrer de nos alcools. Et sur notre chemin, on devait traverser tout proche d'un cimetière. Ainsi donc mon ami remarque une bouteille de bière posée sur un tombeau. Sur une tombe quoi.
Le voilà donc qui est en train de dire, mais est-ce que ce monsieur, c'est l'alcool? C'est comme si ce monsieur, c'est l'alcool qui l'a tué. Comment il y a une bouteille de bière posée sur son tombeau? Bon, on continue dans notre chemin, normalement, puisque c'était dans la nuit. Environ 1 heure passée. En chemin, donc, on croise un monsieur bien vêtu en veste. En voulant dans le traverser, le monsieur nous interpelle. Bon, on prête attention à lui, on essaye de voir ce qu'il veut nous dire. Le monsieur, donc, quand il s'arrête, il parle à mon ami. Que, mais monsieur, vous dites que c'est l'alcool qui m'a tué alors que je suis tombé malade et j'ai souffert beaucoup de ma maladie. Et aujourd'hui, vous dites que c'est l'alcool qui m'a tué? On a pris nos pieds, on a détalé. Détalé. Moi, j'ai pris la direction du chez moi, il a pris la direction de chez lui. Quand il entre encore chez lui, il revoit le même monsieur. Le même monsieur se plaint toujours de ce qui s'est passé. Mais le type s'est écroulé. Ce lendemain, quand on prenait soin de lui à l'hôpital, que j'ai pu savoir que le monsieur est encore réapparu chez lui à son arrivée à la maison. C'était toute mon histoire. Commentez, likez, partagez. Merci pour l'histoire. On passe à la 8e histoire rapidement. Oui, bonjour DMJ. Et bonjour à toute la famille, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. DMG, je te remercie parce que ce que tu as fait, vraiment, peut-être tu ne connais pas l'ampleur. Tellement ça édifie les gens et tellement ça donne des conseils, je ne sais pas, ça montre aux gens que vraiment, il faut faire très attention, la sorcellerie existe. Elle existe vraiment. Et c'est là pour édifier plus d'une personne. Parce que depuis que je te suis, je t'assure, j'ai compris que je n'étais pas la seule qui avait vécu des choses. Souvent, quand tu les vis, tu te dis que mais qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu unique dans le monde? Mais non. Depuis que j'écoute ton émission, vraiment, ça m'a beaucoup édifié. Et là, je te reviens avec une autre histoire, mon vécu. Bien, je vais, parce que beaucoup de personnes vont se reconnaître, peuvent se reconnaître là-dedans. Donc, je vais parler d'un petit village, disons, à l'ouest du Cameroun, où mon papa, qui était quand même un monsieur assez nanti, il avait beaucoup d'épouses. C'était un bon polygame. Alors, elles avaient des enfants chacune. Et par la grâce de Dieu, ma maman en avait un tout petit peu plus. Alors, elle avait une coépouse à elle qui était, on m'appelle ça une sorcière, parce qu'elle était capable de prendre le visage de quelqu'un d'autre, la forme de quelqu'un d'autre, et comme elle faisait ses voyages astrales de nuit, elle partait dans ta peau. Donc, elle peut prendre la peau de quelqu'un d'autre, elle va, on croit que c'est la personne qui est partie. Alors, ma maman, elle ne faisait que perdre les enfants. Elle perdait ses enfants. Et quand elle perdait ses enfants, vous voyez, dans des villages,
qu'on ne vous trompe pas. Il y a des initiés. Parce que quand elle partait dans le vrai village, dans le foyer de mon papa. Elle disait, elle appelait le nom de ma mère. Elle disait, me voici qui suis déjà arrivée. Je suis déjà arrivée. Et on voyait que c'était ma mère. Et après, on lui demandait de donner. Parce que quand tu entres comme ça, toi, une femme qui est venue en mariage, tu as la possibilité d'entrer dans le village de ton mari et dire, me voici. On va te dire, bon, comme tu es arrivé, donne-nous quelque chose. Et surtout dans leur milieu-là, c'est eux seuls qui connaissent. Et à toutes les fois, c'est l'enfant de ma maman qu'elle donnait. Quand elle est partie 3 fois, elle a donné 3 fois les enfants de ma mère. Et à chaque fois que le chef du village venait au deuil, il entendait ma maman pleurer. Elle pleurait et les paroles qui sortaient de sa bouche n'étaient pas les paroles de quelqu'un qui est venu sacrifier sa progéniture. Puisqu'elle disait que c'était déjà trop, c'est de trop. Les autres vont en mariage. Elle est entrée où comme ça, où elle n'accouche, on ne veut pas laisser grandir, on ne fait que tout lui prendre. On ne fait que tout lui prendre. Donc elle a pleuré tellement que le chef du village a fait le constat, il est resté calme, il n'a rien dit. Mais en chef, il a attendu qu'elle revienne la prochaine fois. Alors la période du deuil est passée. La période du deuil est passée. Et quelques temps plus tard, elle repart. Toujours dans la peau de ma mère et avec le visage de ma mère. Quand elle est repartie cette fois, le chef du village l'appelle. Elle dit, viens ici. Il dit, viens ici. Tu es venu dans mon village pour finir les miens. Ces enfants qui naissent, c'est eux qui seront la relève de demain. Et toi, si tu ne voulais pas le mariage, pourquoi est-ce que tu es venu épouser l'un de mes fils et lui faire des enfants et finir de tuer ses enfants? Alors là-bas, il dit, arrêtez-moi la femme là. Vous la fouillez. Il dit, non, 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 je ne donne plus mon enfant, je donne mon mari. On dit, le chef du village dit, mais comment? Ton mari est ma propriété. Si le village veut le prendre, on le prend quand on veut. Ce n'est pas une femme qui est partie de loin et qui est venue entrer dans ma famille qui peut nous sacrifier d'autres choses. Alors, ma maman, étant innocente, quand on a attrapé cette dernière, là-bas dans leur mystique, ils ont commencé à la fouetter. La vraie peau de ma mère est quittée. On a vu le vrai visage de la sorcière. C'est là où le chef dit, ah, j'avais compris la dernière fois que j'étais venue, que ce n'est pas cette femme elle-même qui venait nous donner et qui pleurait de la manière dont elle a pleuré la fois où tu es venu nous donner son enfant. Ok, comme c'est toi, donne-nous aussi. Elle dit jamais. Elle n'a pas beaucoup accouché. Comme c'est ma maman qui a beaucoup accouché, c'est pour ça qu'elle les sacrifiait comme du bétail. Alors le chef lui dit, tu mens. Tu vas nous donner. Elle dit qu'elle n'a rien à donner. Alors, le chef et tous ses acolytes ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est ce jour-là qu'elle est restée là-bas. Mais elle est revenue. Je ne sais pas comment ils font ça, mais elle est revenue d'abord. Mais elle n'a plus fait une semaine. Parce que, comme ça, un beau jour, elle est tombée comme un sac sans être malade, sans rien. Ensuite, elle est décédée. Et c'est le jour de son deuil que le chef du village avait parlé
devant toute la communauté en disant à mon père que ta femme était l'homme dans ta maison. Elle décidait de ce qui pouvait se passer. Voici, elle est venue nous donner. C'est quand j'étais venue au dernier deuil ici que j'ai compris que ce n'était pas vraiment cette femme qui nous donnait ses enfants, à sa manière à elle de pleurer et de se plaindre. C'est pour cette raison que je te dis que cette femme, dans mon village, elle n'aura pas de sépulture. Alors, le mari n'avait pas d'autre choix que de ramener son épouse dans son village à elle, de demander à sa belle famille de prendre la dépouille et d'aller enterrer chez eux. Parce que vraiment, elle avait fait trop fort. Et l'histoire, je t'assure que dans notre localité, tout le monde était au courant de cette histoire. Tout le monde en parlait. Parce que c'est quelque chose qui dépassait l'entendement. Et qu'est-ce que je vais dire aux femmes ici? Et pas seulement aux femmes, aux hommes aussi, qui adorent faire la polygamie, qui se prennent pour des chauds lapins, et prennent des femmes n'importe comment, pour venir mettre dans une même maison, ou dire que non, je suis trop beau, il faut que j'ai. Je fais très attention, parce que tu ne connais pas le spectre du mal que tu vas aller prendre pour amener, et peut-être qu'il ne fera pas évoluer ta famille, mais au contraire, la tirer vers le bas. Quand on prend des femmes, c'est des esprits, parce que la femme d'abord c'est un esprit très fort. Et quand il y en a déjà plusieurs, il faut avoir les pieds sur terre et la tête sur les épaules pour supporter cela. Moi je me dis qu'un homme est mieux avec une femme. Quand ça ne va pas, tu peux te séparer de celle-là et prendre une autre. Prendre plusieurs à la fois. Je vous assure que c'est terrible. Ok, merci beaucoup. C'est l'histoire que j'avais à vous raconter. Et c'est encore l'histoire de ma vie. Donc, ce qu'a subi ma mère. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et j'espère que ça va édifier plus d'une personne. Merci DMG. Merci à tous les auditeurs. Mettez seulement un like, partagez et commentez. Dites-nous ce que vous avez tiré de cela. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 9e histoire. Salut DMG, salut à toute la communauté DMG. J'envoie cette note depuis le Congo-Brazzaville. Je viens vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. Donc, j'étais chez mon grand-père. Et donc, une fois, j'étais dans la chambre et tout. Avant de dormir, j'avais développé une routine où je manipulais d'abord mon PC, tout ça là. Je faisais ce que j'avais à faire. Et avant de dormir, je faisais ma prière et puis je dormais. Donc pendant un moment, j'avais cette routine-là et tout allait. Puis un soir, donc dans la chambre où je dormais, vu qu'il y avait un lit à étage, donc je dormais sur le lit d'en haut. Et à partir de ce lit, j'avais la vue sur la cour arrière, parce que la chambre donnait sur la cour arrière et tout. Et comme nous sommes dans une... comment je peux dire, dans un quartier où il y a des bâtiments alignés, tout ça là. Et donc, quand je regarde par la fenêtre, je peux voir la cour arrière des voisins, tout ça. Puis, un soir, alors que j'ai terminé sur mon PC, je retire mes écouteurs, tout ça. Et je m'arrange alors pour pouvoir prier. J'entends
des bruits. J'entends des bruits, j'entends qu'une personne est en train de se baigner. Sauf que la personne est en train de plonger dans de l'eau. Donc c'est comme s'il y avait une piscine ou une rivière. Donc vraiment j'entendais les bruits de plongeons quoi. La personne plongeait, tout ça. Et ça a duré un moment. Après que la personne est terminée, la personne a commencé à balayer. Donc c'est comme s'il y avait il y a de l'eau qui s'est versée certainement sur le sol. La personne commençait à balayer. Et la personne balayait avec un balai tige. Donc le bruit du balai avec de l'eau, tout ça. Et après, ça s'arrêtait net. J'ai trouvé ça bizarre. Comme je suis curieuse, donc depuis sur le lit, j'ai commencé à regarder par la fenêtre. Je regarde dans la cour des voisins, enfin, il y a plusieurs voisins et tout aux alentours. Je regarde dans leur cour et tout. Je vois rien, il n'y a pas de bâche à eau, il n'y a pas de piscine. Enfin, j'ai cette vue-là de jour comme de nuit, quoi. Il n'y a jamais eu de piscine ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça louche. Donc, j'ai essayé de comprendre, enfin, peut-être que c'est une personne qui se lavait. Mais vraiment, les bruits de la personne en train de plonger, c'est ça qui me faisait bizarre. J'ai pas géré, j'ai fait ma prière, j'ai dormi. Et à partir de ce jour-là, les jours qui ont suivi, c'était devenu une habitude. Donc, à partir d'une certaine heure, minuit, 1 heure, des fois 2 heures, j'entendais ces bruits-là. Puis un jour, ma petite maman, elle a dû venir dormir avec nous parce qu'elle avait fait faire la peinture dans sa chambre. Donc elle arrive, la première nuit, elle arrive dormir et tout. Elle aussi, elle avait ses écouteurs. Elle termine sur son téléphone. Et net, elle entend ce bruit-là. Quand elle entend, elle m'appelle. Donc moi, je retire mes écouteurs et elle me dit, est-ce que tu entends ce que je suis en train d'entendre? Moi, je rigole, je lui dis que oui, en tout cas, c'est pas la première fois. Moi, j'ai déjà l'habitude et tout. Elle me dit que quoi? Non, mais c'est pas normal. Je dis alors à ma tante que voilà, moi, en tout cas, j'ai même déjà regardé par la fenêtre. Je n'ai rien vu. C'est juste bizarre. Elle me dit, oh, comment ça? Donc, la première nuit passe. La deuxième nuit encore, elle dort avec nous. Elle entend encore ces bruits. Elle dit que non, mais là, c'est pas normal en fait. Qu'est-ce qui se passe? Alors on dort. Le lendemain matin, elle va voir notre grand-père. Elle explique alors la situation à mon grand-père et tout. Mon grand-père après mon grand-père qui vient de la chambre, il commence à prier, il prie, il chasse et tout, des esprits, tout ça. Il parle, il dit que voilà, vos histoires et tout, vous arrêtez. Je ne veux pas que vous perturbez le sommeil de mes enfants, de mes petits-enfants, tout ça. Faites vos histoires dans vos coins. En tout cas, ne venez pas déranger ma famille, des trucs comme ça. Et après avoir prié, il est parti. Je te jure que depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais entendu ce bruit-là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus rien, plus de plongeons. La personne ne balaye plus, même le chat passait miauler là. On n'a jamais rien entendu. Donc vraiment, c'est pour dire qu'il faut prier et tout. Il faut faire très attention parce que on ne sait pas ce qui se passe chez les voisins, qu'est-ce que les gens ont, quel esprit se promène. On ne sait pas, donc il faut faire attention et il faut prier pour sa famille, prier pour sa maison. Donc c'était un peu ça ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 10e et dernière histoire, s'il vous plaît. Écoutez attentivement, surtout likez, commentez. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. DMG, bonjour. Je cherche à intervenir là depuis hier pour le problème de cette fille qui est venue se plaindre, qui a dit qu'elle a le serpent dans le ventre, qu'elle voulait la solution et elle avait les intentions de se suicider. Je voudrais que tu lui envoies ce voice pour qu'elle comprenne que elle n'est pas la seule à avoir ce genre de problème. Elle ne doit pas se suicider. La seule chose à faire, c'est que elle doit insister dans la prière. Moi-même, j'ai eu ce genre de problème. J'ai traîné le serpent dans mon ventre pendant des années. Je dis bien des années.
Ma part de serpent, on avait mis mon serpent quand j'étais toute petite. Je grandissais avec. C'était là pour un but. Quand j'étais petite, la seule chose que mes parents ont remarqué, c'est que j'avais toujours les problèmes de ventre. Mon ventre était fragile. Au point même mes camarades connaissaient que mon ventre était tellement fragile. Je ne mangeais pas n'importe quoi. De temps en temps, on me donne les remèdes des amibes, les remèdes des levures, les remèdes des vers. Croyant peut-être que c'était ça, alors que c'était autre chose. C'est quand je viens tomber enceinte de mon fils, de mon premier fils à 18 ans, que tout se déclenche. J'ai porté la grossesse 11 mois. C'est grâce à la prière que j'ai accouché. Même jusque-là, personne ne connaissait ce qui me dérangeait. Après l'accouchement, j'ai commencé à avoir les douleurs atroces dans le ventre. Les douleurs atroces. Mais entre-temps, avant ces douleurs, je rêvais toujours que je mangeais dans le rêve. Je rêvais toujours, tous les jours. Même si c'était juste une sieste, je mangeais dans le rêve. Je rêvais même que je mangeais même avec les gens qui étaient à décéder et tout ça. Moi, je ne savais pas que c'était mauvais. Je me disais que c'était juste un rêve. Mais jusqu'à ce que je tombe gravement malade, le ventre, les douleurs, on arrive à l'hôpital, on fait l'examen de sel, on ne trouve pas grand-chose, l'échographie, toujours rien, mais la douleur était intense. Je ne vais pas me mettre à raconter tout ce que j'ai vécu DMG parce que ça peut être tellement long. Je vais juste couper les petites parties pour qu'elles comprennent que peut-être il y a les gens qui ont vécu pire que cela. J'ai vécu l'enfer avec le serpent là dans mon ventre. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. C'est une douleur que j'ai vécue avec, je dis des années. Ça fait à peine 4 ans que cette douleur-là m'a lâché définitivement. À peine 4 ans. Entre-temps, j'ai vécu avec une douleur atroce dans mon ventre. Je rêvais toujours le serpent qui m'attaquait, toujours dans les rêves. Un gros serpent qui m'attaquait. Parfois, je dors avec mon conjoint, je rêve qu'il y a un gros serpent qui est au milieu de nous. Parfois, je rêvais que c'est lui qui se transformait en serpent et qui voulait m'avaler. Plusieurs fois. Parfois, ça nous faisait même des problèmes à la maison. On a dû déménager, on a changé plusieurs maisons à cause de cela parce qu'on pensait que c'est les maisons qui étaient hantées. Mais à chaque nouvelle maison, les mêmes rêves revenaient, les mêmes choses, les mêmes attaques. Toujours un serpent qui me poursuivait dans le rêve, un gros serpent, jusqu'à ce que un jour, je croise un jeune prêtre qui était encore au séminaire, mais qui avait son don. Il m'a dit, nous allons prier pour que Dieu nous montre ce que tu as dans le ventre. On a fait 9 jours de prière. Au bout de ces 9 jours, que ce garçon me dit, on m'a montré que tu avais un serpent, un long serpent de 2 mètres dans ton ventre. Je n'ai pas cru. Et que c'est ce serpent. Entre-temps, j'avais partout où j'habitais, c'était les problèmes de serpent. Je pars même pour trouver peut-être un petit travail parce que la douleur était déjà, je m'étais familiarisée avec la douleur. Parfois c'est le ventre, parfois c'est le dos, parfois c'est la tête, parfois. Donc mon corps était saccagé. Je n'avais pas la paix dans mon corps. Je n'avais jamais la paix. Comme elle dit là, je sentais quelque chose qui vivait dans mon ventre. Un truc qui vit dans ton ventre. Comme quand tu portes le bébé, tu sens que tu portes une vie en toi. C'est comme ça que je sentais le serpent là, dans mon ventre. Comment ça bougeait, comment ça se déplaçait dans mon ventre. Je sentais ça. Ce n'est pas quelque chose que...
Alors, quand ce jeune homme m'a parlé de ça, j'ai négligé. Je me suis dit non, ça ne peut pas être possible. Comment ça, le ventre? Mais je me posais aussi les questions de savoir la douleur qui est dans mon ventre. Je ne pouvais jamais me coucher sur le ventre. Je ne pouvais parfois pas me coucher de côté. Et je devais seulement me coucher peut-être sur le dos. Et personne ne pouvait jamais toucher mon ventre parce que la douleur était atroce. Même moi-même, je ne touchais pas mon ventre. Même quand je me lavais. Parce que dès que je touche, ça fait comme si on a mis les fourmis à l'intérieur du ventre. La douleur qui va me prendre là, peut-être je ne vais même plus pouvoir me lever du lit. Parce qu'il y avait des moments où la douleur me prenait. Je ne parvenais même plus à me tourner sur le lit ou bien à m'asseoir. Donc, cette douleur-là était comme ça. Je ne savais pas ce qui m'arrivait jusqu'à ce que j'ai trouvé un prêtre exorciste. Quand j'ai commencé les prières chez le prêtre exorciste, parfois quand je pars pour prier, je remplissais le plastique noir des craches. Je crachais, même jusque-là, ne connaissais pas. Mais je subissais toujours les attaques du serpent dans mes rêves. Mais quand j'ai commencé les prières vraies, ces attaques-là, ce n'était plus dans les rêves, c'était les attaques visibles que moi seul je voyais. Et c'était toujours dans ma chambre. Quand je suis dans ma chambre comme ça, je vois comment un gros serpent vient pour m'attaquer. Je saute parfois, j'avais toujours les égratignures. Quand je saute comme ça, je peux tomber pour fuir les attaques. Parfois, je cogne ma tête sur le mur. Je devenais folle DMG. Même en route, ça m'arrivait. Même en route. Parce que le serpent là avait pour mission de me tuer. Et il y avait toujours une voix qui me disait, tu vas mourir à 25 ans, tu vas mourir à 25 ans, tu vas mourir. Cette voix-là m'a hanté. Cette voix m'a hanté, je ne savais pas d'où venait la voix. Tu vas mourir à 25 ans, tu vas mourir à 25 ans. Et les odeurs bizarres qui étaient toujours autour de moi. Mais quand j'ai connu ce prêtre exorciste, j'ai commencé les prières. Pour moi, le prêtre n'a jamais prié pour moi, pour que je sois délivrée. J'ai été délivrée parce que j'ai insisté dans les prières. Je voudrais dire à cette fille d'insister dans la prière. La première fois qu'on m'a dit que j'avais le serpent dans le ventre, je n'ai pas cru. La deuxième fois qu'on m'a dit, je n'ai pas cru. Mais la troisième fois, puisque j'étais déjà abattue, finie, j'avais un ventre, mon ventre était toujours ballonné comme pour une femme qui est enceinte de 8 mois. Le serpent avait déjà gonflé mon ventre, mes pieds gonflaient. C'était à la troisième fois qu'on me dit que c'est le serpent qui est dans ton ventre. C'est là que j'ai donc pris ça au sérieux. C'est là que j'ai pris au sérieux. J'ai commencé à faire le rosaire 2 fois par jour. Ça dit 4 chapelets le matin, 4 chapelets le soir. J'ai commencé à faire les jeûnes de 9 jours. 9 jours de jeûne. Les jeûnes et les neuvaines. Je faisais les neuvaines à Saint-Michel-Archange pendant 9 jours. Je passe toute une journée sans manger. À 18h, je mange essentiellement les fruits. C'est les fruits que je prenais à 18h, sans manger de nourriture. Pendant 9 jours. Au bout de 9 jours, au début, ce n'était pas facile de faire autant de prières. C'est parce qu'on m'avait recommandé dans ma communauté de prières que si je ne faisais pas autant de prières, ce serpent était sur le point de me tuer parce que j'étais déjà presque à la phase finale. Le serpent avait tout bousillé dans mon corps. Rien ne marchait, tout était... Je dis, j'ai vu l'enfer sur terre que j'ai vécu. Moi-même, à un moment donné, j'ai décidé de boire le poison et de mourir. Mais à cause de la prière, à cause des gens de ma communauté de prière qui m'ont soutenu, qui m'ont dit, ne fais pas ça. Je faisais les messes tous les matins. Chaque matin, je mangeais le corps du Christ. On m'a dit, mange le corps du Christ. Prie. Je faisais les adorations. J'étais
constamment en prière, c'est-à-dire matin, midi, soir. Et j'ai passé des années à ne boire que de l'eau bénite et à manger que le sel béni. Ce n'est que maintenant que je commence à boire de l'eau simple. Je buvais que de l'eau bénite et j'avais toujours mon l'huile d'olive bénie à la maison. C'est cet arsenal-là de l'eau bénie, du sel béni, de l'huile bénie, avec les prières intenses. Je dis bien intenses. Les gens qui m'ont connu à cette époque-là savent que je vivais que dans la prière. Je priais matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Pendant des ans. Quand j'ai donc commencé ces prières intenses, le serpent a vu que c'était déjà de trop. Les attaques se sont multipliées. Les attaques sont multipliées. Je dis que les attaques n'étaient plus dans le rêve. Les attaques étaient déjà que ça me coinçait toujours quand j'étais à la maison seule. Bang, je vois un gros serpent qui vient qui lance l'attaque. Parfois je fuis, parfois je saute pour fuir l'attaque du serpent. Je cogne ma tête peut-être sur le mur. Donc, ce n'était pas facile à vivre. Ce n'était pas facile à vivre DMG. Et ça, c'est pendant des années que j'ai vécu ça. Le serpent autour de moi créait des problèmes, les histoires, les vols, les ceci. Je vivais l'enfer. Je vivais l'enfer. Partout où j'habitais, dès que je passe comme ça, là, même quelque chose que je n'ai pas vu, on dit seulement que j'ai volé. Alors que je n'ai même pas vu ce que on dit que j'ai volé. C'était quoi? C'était cet esprit de serpent-là qui me rendait la vie invivable. Avec mes voisines, c'était toujours. Quand j'ai compris que c'était ça, le but, je ne me plaignais plus. Ma seule chose était, les gens se moquaient de moi. Elle dit qu'elle part à l'église alors que c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait ceci. Je savais ce qui m'arrivait. Je connaissais déjà ce qui m'arrivait. Alors, j'ai pris mon destin en main. Je me suis mise à prier. J'ai dit bien le rosaire, 4 chapelets le matin, 4 chapelets le soir, accompagné de la neuvaine de Saint-Michel-Archange. C'est-à-dire, je priais et chaque matin j'étais à l'église, j'étais à la messe, je prenais le corps du Christ. Donc, ma sœur, intensifie les prières. Et ce que je vais dire à cette sœur-là, c'est de ne jamais aller chez les marabouts parce que moi, avant de commencer les prières, je suis allée chez tous ces gens-là. Je suis d'abord allée à l'hôpital, j'ai fait des dizaines d'échographies. On n'a jamais vu ce que j'avais dans le ventre, alors que j'avais le ventre toujours ballonné et les douleurs qui étaient intenses à l'intérieur. Au point où je pensais même déjà que peut-être c'est le cancer. Quitté de là, je suis allée chez les marabouts. Aucun marabout ne m'a jamais dit exactement ce que j'avais dans le ventre. Aucun. Celui qui faisait trop d'efforts me disait que non, tu as une maladie dans le ventre et que si on t'opère, tu vas mourir. On ne me disait pas exactement ce que j'avais dans le ventre. Après, dans toutes ces prières, on m'a finalement montré dans le rêve ce que j'avais dans le ventre. C'est vrai qu'on m'avait déjà dit, mais moi-même dans le rêve, on m'a montré le serpent. Mon serpent avait 3 queues. 3 queues. C'est qu'on m'a montré dans le rêve. 3 queues. On m'a montré ça couché parce qu'on m'avait d'abord montré comment je lui coupais la tête. C'est quand je lui ai coupé la tête comme ça là que les attaques se sont arrêtées. Les attaques se sont définitivement arrêtées. Après, on me montre ça comme ça, on me dit que voici donc ce qui était dans ton ventre. Dans le rêve, j'ai 3 longues queues. 3 longues queues. Après tout ça, 3 touffes de fils d'attache sont sorties de mon ventre. Et les chenilles qui sortaient, et les ceci, beaucoup de choses sont sorties. Donc, quand les sorciers voient ton étoile,
Ils vont faire jusqu'à ce que toi, tu vas rester comme ça. Je me posais la question que j'ai fait quoi à qui? L'enfer que j'ai vécu, les choses qui sont sorties de mon ventre. Il y avait les jours, moi je partais aux toilettes, je faisais les selles 10 fois par jour. Et à chaque fois que je fais, c'est au moins comme 3 personnes qui sont parties, mais je n'étais pas fatiguée. Je n'étais pas fatiguée. Et entre-temps, je ne mangeais pas. Je me nourrissais que dans le rêve. En journée comme ça, je ne mange pas. En journée, dès que je rêve que j'ai mangé peut-être le haricot dans le rêve, en journée, il me faut seulement goûter. Tant que je ne goûte pas, je ne suis pas à l'aise. Dès que je goûte le haricot, c'est fini, je ne mange plus. Je me suis rassasiée. Donc, je me nourrissais dans les rêves. On me nourrissait. J'étais déjà pourrie à l'intérieur de moi-même. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas raconter. La honte, même j'ai souvent honte de raconter ça aux gens. Mais aujourd'hui, je suis libérée de toutes ces choses grâce à la prière. Où je vous parle, c'est les choses que je gère déjà. Les 4 ans que je me suis libérée, parce que libération définitive, même c'est 3 ans aujourd'hui que je me suis libérée. Dieu a commencé à ouvrir les portes. Ça dit, ma vie est une différence totale aujourd'hui de ma vie. Ma vie est tellement différente de ce que je vivais avant. Avant, ce n'était pas la vie. Je ne vivais pas. Je ne vivais pas avant. Alors, que ma soeur prenne ça dit qu'elle prenne son mal en patience, qu'elle prie, comme je dis là, elle prie intensément. Bon, elle parle de 2 ans qu'elle a le serpent dans le ventre. Moi, je trouve que c'est encore un serpent qu'on peut facilement enlever. Ma part avait déjà fait des dizaines d'années dans mon ventre. Des dizaines d'années dans mon ventre. Et c'est la coépouse de ma mère qui m'avait mis ça. On m'a montré tout le film là dans le rêve. Comment ça s'est passé quand j'étais toute petite. Qu'on a mis, parce qu'on a vu mon étoile. Alors, c'est parce qu'on voit ce que tu dois devenir, ma soeur, qu'on te met ça. Il ne faut pas te suicider, il faut bagarrer. Si tu bagarres, tu as la foi en Dieu, tu pries ton Dieu sincèrement, quelle que soit l'église que tu pars, si tu es sincère, Jésus-Christ va te délivrer. Le Seigneur est plus puissant que tous ces serpents. Moi, j'en ai. Je suis l'exemple vivant. Quand je parle, je ne parle pas comme on raconte. Je parle de ce que j'ai vécu. Les choses qui sont... Je dis qu'elle est chenille, elle est fil d'attache. Je dis 3 touffes de fil d'attache sont sorties de mon ventre. 3 touffes à cause de ma prière. Ma prière, elle est chenille qui sortait, elle est 1000 pattes qui sortaient de mon ventre. Donc, toutes ces choses, on a mis toutes ces... Imaginez un ventre qui porte toutes ces choses-là. Imaginez un peu la douleur que je vivais avec. La douleur que j'avais dans mon ventre. Imaginez un peu. Mais le Seigneur m'a donné la force et le courage de supporter cette épreuve jusqu'à ce que j'ai vaincu. Aujourd'hui, les gens qui m'ont fait ça, la seule chose qui me reste maintenant, c'est de... Parce que c'est de recommencer, de retrouver la maternité, parce que je n'ai fait qu'un seul enfant. Jusqu'à présent, on me dit tellement ces choses ont bousillé mon ventre. Maintenant, je continue les prières et le remède à l'hôpital. Peut-être Dieu va encore me donner même un. Donc, c'est tout ce que je voulais dire à ma sœur. Merci pour ces histoires, merci pour l'histoire. Et on se reprend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui ont partagé, à ceux qui ont liké, les actifs dans les live chats là. Merci à vous tous. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.